Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour, bienvenue pour ce 4e webinaire, celui de notre série qu'on a démarré depuis 2 semaines maintenant sur la réouverture, évidemment. Alors aujourd'hui, je suis avec Bertrand, avec Antoine, avec Xavier, avec Sébastien. Je vous les présenterai un petit peu plus tard. Je laisse un peu de temps à tout le monde d'arriver. Je me permets de vous rappeler 2 points. Alors, je sais que beaucoup nous suivent depuis 2 semaines, connaissent les règles. Je le rappelle, c'est le 4e webinaire. Celui-ci traitera les flux de réservation, les contraintes de réouverture. Les 3 précédents, vous pouvez évidemment les revoir en replay. Et d'ailleurs, on vous diffusera directement le lien en fin de webinaire si vous ne l'avez pas déjà. Rappel également des conditions du webinaire. Vous avez un chat sur votre gauche. Bonjour à tous, il y en a encore qui arrivent. Vous avez un chat sur votre droite, pardon, où vous pouvez évidemment écrire. Vous avez également une partie questions. Vous pouvez poser évidemment toutes vos questions, elles seront votées. Et celles qui récolteront le plus de votes, évidemment, seront traitées en fin de webinaire. Et dernier point, vous avez aussi une partie sondage. On publiera régulièrement des questions. D'ailleurs, je pense que je les annoncerai, des sondages justement autour de ce sujet-là. Il est 15h03. Je pense que l'on peut démarrer. Rebonjour à tous. Non, ils sont chez moi. Ah, Sébastien, nous t'entendons. Nous t'entendons. D'accord. Bon, je vais démarrer. Sébastien arrivera un petit peu plus tard. Aujourd'hui, nous allons traiter évidemment d'un sujet d'actualité. Comment gérer vos flux de réservation avec les contraintes de la réouverture. Avec moi, nous avons Sébastien qui va arriver, Sébastien Rolly qui est le directeur développement de la société Happy & You, principalement connu en tant qu'agence de communication, qui édite évidemment des sites web, d'autres solutions comme Secretbox, comme Shop & Go. Sébastien a bossé très longtemps dans la restauration, elle a une forte expérience. Il a travaillé au Meurice pendant plus de 10 ans, il était manager de restaurant à San Francisco. Également, nous avons Bertrand Gisselbrecht, et non, je n'ai pas écorché ton nom. Bertrand qui est un des membres fondateurs du groupe Quatuor, éditeur du logiciel Vega, PMS très connu dans l'hôtellerie. Nous avons également Xavier Safon-Pérez. Bonjour Xavier, salut. Qui est le co-gérant du Pierre, restaurant gastronomique à Toulouse, et également du Nino, si je ne me trompe pas. C'est ça, oui. Le Nino et le Pierre. Ouais. Et tu es le responsable de salle du Pierre officiel. Voilà, physiquement, plus souvent présent au Pierre. Ça marche. Et pour terminer, évidemment, nous avons Antoine Girard, qui est le fondateur de Guest Online, solution de gestion des réservations. Salut Antoine. Salut. On s'est déjà eu aujourd'hui. C'est vrai. Je rappelle à tous une dernière fois, vous avez une partie de chat, bien entendu. Vous avez une partie questions aussi sur la droite. Vous pouvez poser toutes vos questions. Elles seront votées. Vous pouvez évidemment y voter. Et celles qui récolteront le plus de votes, eh bien, tout simplement, on pourra les traiter en fin de webinaire. Également des sondages que je publierai régulièrement. Je vous les annoncerai. Parlons maintenant du programme de la session. On va passer 1 heure ensemble. 45 minutes, on va parler du contexte. Bon, évidemment, dans la situation actuelle, beaucoup d'entre vous sont au courant de ce qui va se passer dans les prochains jours, dans les prochaines heures. La réservation face aux contraintes légales, ce sera le premier sujet que l'on va aborder. Quelles seront les clés de la réservation de demain? Et pour terminer, l'expérience réservation, un enjeu de marque. On terminera évidemment par les questions. Passons de suite au contexte. Je suppose que vous suivez tous l'actualité. Alors évidemment, les infos sortent petit à petit, parfois de manière officielle, parfois de manière non officielle. Hier, RTL diffusait des informations spécifiques. Alors, qu'est-ce que l'on sait concrètement? Le 2 juin semble être évidemment la date de réouverture des restaurants pour une partie, évidemment la zone verte. 50% de taux d'occupation disponible, ce devrait être la contrainte que l'on devrait avoir. Alors, on entend ces dernières heures parler de 1 mètre de distanciation entre les différentes
clients. Mais la data la plus importante, le chiffre le plus important, c'est que 84% des Français souhaitent retourner au restaurant après la réouverture. Je propose de passer directement à la première question. Je me tourne vers toi, Xavier. Oui. En tant que restaurateur, tu gères un établissement gastronomique, le Pierre, je l'ai dit tout à l'heure. Tu gères également le Nino, qui a une capacité différente, un traitement finalement différent, plus de possibilités d'accueil. Comment, de ton côté, tu vois la réouverture en termes de réservation? Est-ce que tu anticipes finalement un flux de réservation différent? Est-ce que les contraintes sanitaires auxquelles tu vas devoir faire face, tu as déjà réfléchi ou tu attends au contraire les infos officielles pour t'adapter? Alors, effectivement, nous, on en discutait encore à midi parce que c'est un sujet qui est récurrent en ce moment jusqu'à la reprise. Puisqu'encore hier, ils annonçaient qu'on aura plus d'informations seulement à partir de jeudi. Jeudi, ils annonceront vraiment les contraintes. Là, effectivement, ils annoncent de laisser 1 mètre entre chaque client qui ne vient pas du même domicile. Après, nous, on a 2 approches. C'est-à-dire qu'on a une approche pour le Pierre, une approche pour le Nino, parce qu'on n'est pas dans les mêmes contextes physiques. C'est-à-dire qu'au Pierre, on ne devrait pas avoir trop de difficultés en soi, puisque les tables sont bien espacées. On va arrêter tout ce qui est petite table de 2, on va passer que sur des gros formats. C'est-à-dire que même 2 personnes vont manger sur des grandes tables. Après, c'est sûr qu'on ne va pas investir dans des plexis ou quoi que ce soit. On va essayer de respecter au niveau des serveurs, par exemple, le port de masque, de gants. Mais il n'y aura pas d'installation spécifique, de séparateur. Parce qu'on pense qu'il y a quand même ce côté expérience de convivialité que les clients vont continuer de venir chercher. Et je pense qu'il y a 84% des personnes qui veulent revenir au restaurant, c'est en partie pour ça, et pas juste manger derrière un plexi. Après, la question des 50% de capacité à pouvoir remplir le restaurant, sur le Pierre, je pense qu'on sera plutôt sur du 70%, puisqu'à la base, l'espace est prévu pour laisser des espaces. Et sur le Nino, effectivement, on se rapprochera plus des 50% en respectant un peu cette distance de 1 mètre entre les tables qui sont prévues pour être plus collées les unes aux autres que espacées confortablement. Oui, alors je précise, tu en as parlé tout à l'heure d'ailleurs, hein, mais selon les infos que l'on peut voir ces dernières heures, donc après le Conseil de défense, normalement, Philippe Édouard devrait apporter toutes les précisions sur la deuxième partie du confinement qui concernera les restaurants. Bertrand, je me tourne vers toi. Toi, avec Vega, évidemment, tu travailles énormément avec les hôteliers. On parlait de contraintes de réservation. Une question se pose quand même. On sait que les clients des hôtels, déjà, n'auront pas à faire face aux mêmes contraintes en termes de disponibilité. Les hôtels, aujourd'hui, ne devraient pas avoir les mêmes contraintes. Mais on sait aussi que ce sont des clients fidèles des restaurants, puisque les hôtels ont souvent maintenant un restaurant, voire 2. Comment, de ton côté, tu vois les choses? Ces clients, finalement, vont vouloir réserver au restaurant. Est-ce qu'ils vont être obligés de le faire directement au moment de la réservation de l'hôtel? Est-ce qu'ils vont y être obligés? C'est difficile à dire. C'est toujours délicat d'obliger les gens à faire des choses, mais je pense qu'on va s'orienter de plus en plus, comme on le fait déjà naturellement pour obtenir une chambre dans un hôtel. On va certainement s'orienter vers une réservation de table. Et c'est là en réalité que tous les systèmes digitaux informatiques que l'on peut développer et mettre à la disposition de nos clients sont importants. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne va pas ou très très peu dans un hôtel sans réservation et je pense qu'on va s'orienter vers un fonctionnement similaire pour la restauration. Oui. Oui, alors justement, on en parlait en préambule de ce webinaire. La réservation, est-ce qu'elle sera obligatoire? Antoine, nous, la réservation, c'est notre métier. Charlotte, notre responsable support, nous parle de plus en plus des infos. Les clients s'attendent à quoi? Les restaurateurs changent les services, modifient les capacités ces derniers temps. On essaie de faire attention, on essaie d'anticiper tout simplement les contraintes de la réouverture. Oui, alors le fait que la réservation soit obligatoire ou pas à la reprise, ça, personne ne le sait. Bon, vu ce qui s'est passé dans les autres pays, pour l'instant, fort à parier que ça ne soit pas obligatoire, évidemment.
Mais par contre, il y a fort à parier que les clients étant donné que les capacités des restaurants vont être réduites, les clients vont pas tenter le coup de débarquer devant un restaurant sans avoir réservé, là où avant ça avait des chances de passer. Très clairement, ça va être beaucoup plus compliqué et on risque de se faire refouler beaucoup plus souvent parce que on va avoir la capacité des restaurants divisée par 2. Après, pour ce qui est effectivement de l'activité chez nous, la Guest Online, depuis maintenant une bonne semaine, hein, on a senti les choses remonter en puissance depuis le milieu de la semaine dernière, enfin même début de semaine dernière. Pour là, depuis lundi, arriver à des taux presque assez classiques d'appel support. Alors, les choses sont à peu près tout le temps les mêmes. C'est des appels qui concernent comment je gère mes capacités, comment je vais caler mes dates d'ouverture, etc. Donc, des choses très liées évidemment au paramétrage de la résa. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de sujets autour de la peur du no-show, hein, qui était quelque chose qui était très, très présent avant le confinement, avant le début de la crise. Chez nous, c'était devenu une tendance assez forte des restaurants d'essayer de minimiser le taux de no-show qui commençait à prendre une ampleur. Aujourd'hui, on n'en entend pas vraiment parler, mais ça me semble assez logique, hein. Le sujet là, maintenant, c'est de pouvoir réouvrir et accueillir des premières réservations. Maintenant, il est aussi clair et net que si justement 80 voire 100% du taux de remplissage provient de réservations, ça veut dire un passage qui est quasiment réduit à peau de chagrin, le no-show va devenir un vrai problème. Parce qu'une fois qu'un client ne vient pas, on ne replace pas la table. Donc moi, je l'imagine comme une deuxième vague de questions qui vont commencer à arriver à partir du moment où les premières résas vont arriver. Même si je reste assez confiant sur le fait que le taux de no-show va être relativement faible le premier mois ou le deuxième mois, parce que les gens, là en l'occurrence, ceux en tout cas qui retourneront au resto rapidement, c'est qu'ils ont vraiment envie d'y retourner et donc on n'est pas sûr de la sortie qu'on va oublier à la dernière minute. Donc je suis pas très inquiet sur le taux de no-show. Ouais, alors, d'ailleurs, j'en profite pour poser la première question du sondage. Est-ce que les contraintes à venir sont un frein à votre réouverture? Ce sondage est publié, je vous laisse y répondre. On parlait justement de réservation, de flux de résa. Si on suit finalement l'historique, à l'époque, la réservation téléphonique, c'était historiquement le plus gros flux de résa. Maintenant, évidemment, ça a beaucoup changé. Xavier, une petite question. On en discutait dans un précédent webinaire avec François Massala, avec Benoît Brochard et avec Philippe Forbrac concernant des contraintes sanitaires, ne pas gérer de contact entre les différents collaborateurs. Est-ce que, selon toi, la réservation téléphonique, purement téléphonique, aujourd'hui, il faut l'oublier? Est-ce que finalement, il faut passer à 100% sur de la résa en ligne? Au micro. Ouais. On entend là, du coup? Ouais. Donc du coup, au niveau de la réservation, déjà le téléphone, il avait commencé, enfin le taux de réservation par téléphone avait beaucoup réduit, c'est-à-dire qu'on était sur peut-être du 30%. Et clairement, le fonctionnement est qu'il y a maximum 2 personnes chez nous qui répondent au téléphone. Donc du coup, le contact entre employés, ça jouera pas grand-chose là-dessus, quoi. Ça c'est sûr. Sûr, mais après, pour répondre à la question qui est posée dans le sondage, je pense pas que les contraintes sanitaires vont être un frein pour la réouverture des restaurants. Il va juste falloir s'adapter. Et après, ça va durer peut-être 3 mois et ça rentrera dans l'ordre
dans l'expérience qu'on a déjà connue au restaurant, où on va retrouver du monde, on va revivre une expérience avec des restaurants remplis, je pense. D'ailleurs, c'était ce qu'on se disait avec Pierre, hein, le chef hier. Vous y croyez au retour des clients dans le restaurant et vous y croyez dur comme fer. Bah, c'est sûr, de notre côté, on a. Alors, je suis désolé, j'ai la cuisine à côté, il y a un peu de bruit. On a beaucoup de demandes de clients, que ce soit par SMS ou par téléphone déjà, qui nous demandent quand est-ce qu'on réouvre, quand est-ce qu'on peut faire des repas. Souvent, les déjeuners, que ce soit en professionnel par exemple, les déjeuners qui ont été loupés les 3 derniers mois, ils ne sont pas annulés, pour eux, ils sont reportés. Et donc, du coup, ce n'est pas forcément des déjeuners perdus, quoi. Pour eux, il leur tarde qu'on réouvre justement pour reporter toutes les dates qui ont été annulées jusque-là. Très bien. Je poursuis sur la réservation. Je me tourne vers toi, Bertrand. Vega. Olivier, est-ce que tu m'entends ? Eh oui, nous t'entendons. Est-ce que tu nous entends, Sébastien ? Je suis ravi de vous rejoindre. Je vous laisse continuer. Eh bien, formidable. Je poursuis avec Bertrand. Sébastien, je reviendrai vers toi juste après. Bertrand, Vega Guest Online, c'est connecté. La question est très simple. Est-ce qu'aujourd'hui, le traitement de la réservation, est-ce que la centralisation des réservations, restaurant, hôtel, c'est quelque chose qui est important pour conditionner une réouverture efficace ? En général, ce qui va être hyper important, c'est de gérer effectivement le flux des réservations et le flux des clients également. Dans le cadre d'une activité hôtel et restaurant, il est impératif de pouvoir synchroniser les réservations qui viennent de l'hôtel avec les réservations qui viennent de l'extérieur. Et c'est quelque chose qui est géré effectivement dans le PMS. La priorité étant donnée sur les réservations de restaurants aux clients de l'hôtel. Il faut quand même se souvenir que les restaurants ont été fermés administrativement, les hôtels ont été fermés faute de clients. On sait que les hôtels sont de gros générateurs de clients pour les restaurants, surtout, et c'est la majorité de nos clients, quand on sait que beaucoup. Ah, nous avons perdu Bertrand. Sébastien, est-ce que tu nous entends ? De pouvoir synchroniser, il est impératif de pouvoir synchroniser l'ensemble des plannings et c'est quelque chose que l'on fait au travers de cette connexion Vega Guest Online. Oh, très bien. Bertrand, on t'a perdu quelques instants, on t'a retrouvé. Ah. Sébastien, est-ce que tu nous entends ? Alors, nous ne t'entendons pas. Si, c'est bon ? Si, c'est bon. Juste le temps de réactiver le son. Très bien. Alors, petite question pour toi, on en discutait hier. Tu passes beaucoup de temps à échanger avec les chefs, tu connais beaucoup de restaurateurs. Je le disais en préambule, hein, tu es issu de ce monde-là. Quel est le ressenti pour eux concernant la réouverture et les flux de résa? Tu me disais, il y en a qui étaient sur du click and collect, qui souhaitent arrêter. Au contraire, il y en a qui souhaitent continuer. Il y en a qui souhaitent dupliquer les services, essayer de, eh bien, finalement, doubler ces services, maximiser un taux de remplissage. Comment ils le ressentent, eux? Oui, alors en effet, déjà, merci pour cette invitation et cette organisation. En effet, moi, je suis directeur du développement au sein d'APMI, agence conseil et communication, qui accompagne aujourd'hui des professionnels de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme. Et si vous voulez, nous, aujourd'hui, moi, je pense que j'avais 3 points essentiels à aborder autour de ce thème, que sont les flux de réservation. 3 éléments majeurs dans la résa. La table, bon, c'est votre métier, je ne vais pas trop revenir dessus. En revanche, nous, on a un deuxième levier qui est la partie coffret cadeau, puisque nous sommes éditeurs de la solution Secret Box. Et à titre d'exemple, pendant la période du confinement, les restaurateurs ont généré environ 1,2 million d'euros de vente de coffrets cadeaux pour nos clients équipés. Et ensuite, on a accompagné également plus d'une centaine de restaurateurs sur l'organisation et la gestion du flux du click and collect au travers d'une solution qui s'appelle Console Shop and Go. Et pour autant,
il devient relativement important aujourd'hui de pouvoir structurer, s'organiser dans ces flux de réservation et de commandes, parce qu'il faut produire, typiquement, le click and collect est une nouvelle activité, et il s'agissait de s'organiser et se structurer. Et enfin, le troisième point sur lequel je voulais intervenir, qui là est le fruit d'une étude que nous avons menée, parce que comme toute démarche que nous abordons auprès des professionnels, il s'agit toujours de s'appuyer sur des enquêtes consommateurs. Et à ce titre, nous venons de publier hier une étude qui a été menée auprès de 1368 personnes qui ont répondu à ce sondage, sur lequel nous avons en fait beaucoup d'enseignements à tirer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois qu'il est essentiel d'analyser les attentes consommateurs et de pouvoir en tirer des conclusions et des actions. La chose qui est importante à nos yeux, c'est que c'est un outil déjà qu'on souhaite faire partager avec tous les professionnels du secteur pour aider à trouver finalement les meilleurs repères, les meilleures marques pour favoriser la plus grande réussite à la réouverture des établissements. Alors, à titre d'information, cette étude elle a été menée entre le 16 et le 18 mai dernier. Nous avons récolté donc 1368 réponses, comme je l'indiquais, et ce sont des personnes qui ont l'habitude de se rendre dans des restaurants. Et là où c'est extrêmement important, c'est qu'on a 82% de réponses des consommateurs interrogés qui sont prêts à retourner au restaurant en place assise. Donc là, on peut s'interroger sur le fait que la restauration puisse être un bien de première nécessité pour les Français, mais clairement, la tendance de consommation à venir sont plutôt rassurantes. Donc je crois qu'il y a déjà un premier message. On nous a dit le 14 mars, vous fermez les restaurants parce qu'on considère que les restaurants sont pas des lieux indispensables. Eh bien, on voit bien que sur les entrées de consommateurs, il y a une attente qui est très forte. Et également, puisque 54% des consommateurs interrogés aujourd'hui sont prêts à commander des plats emportés. Alors, c'est des habitudes qui sont à la fois intactes, puisqu'on nous dit dans ce sondage également, près de 76% des consommateurs interrogés indiquent vouloir garder les mêmes habitudes de consommation qu'avant la crise, c'est-à-dire y aller avec la même fréquence. Et puis, on a près de 19% qui ne vont pas aller plus souvent au restaurant, mais qui vont plutôt utiliser d'autres services, comme la livraison ou la vente à emporter. Alors, on constate qu'il y a quand même une impatience qui est aussi relativement palpable, puisque près de 50% des consommateurs interrogés se disent prêts à retourner au restaurant dès le 2 juin. Et puis, on en a 10% qui nous disent « Eh bien, moi, je ne suis pas prêt à y retourner avant le mois de septembre ». Alors, pour rebondir sur justement les flux de réservation, il y a deux éléments qui sont intéressants à analyser. C'est qu'aujourd'hui, on nous dit 40% des clients souhaitent réserver en ligne. Et puis, il y en a près de 60% qui sont prêts à réserver par téléphone. On constate un élément dans la réservation, finalement. Il y a un élément qui est important, que nous avons vécu sur l'hôtellerie et que nous allons vivre de la même manière. C'est que l'importance sur la politique d'annulation de report est essentielle. 71% des consommateurs interrogés sont très sensibles à ces politiques d'annulation et près de 30% d'entre eux vont se tourner vers l'achat d'un coffret cadeau, typiquement. Pourquoi ? Parce que ça offre une certaine flexibilité quant à l'utilisation de ce coffret à la date qui peut être dépendant finalement aujourd'hui des directives politiques quant à ces déplacements ou quant à pouvoir se retrouver dans une salle de restaurant. Alors, effet de crise ou pas, on estime que dans le sondage, 74% des consommateurs interrogés veulent en revanche un lien direct avec le restaurateur. Lorsqu'ils achètent quelque chose, que ce soit la réservation d'une table, d'un coffret cadeau, ce lien et cette liaison directe est essentielle. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour la profession. Je vais arrêter sur les chiffres et les informations. L'étude, elle est entièrement disponible. Nous l'avons partagée hier. Je vous invite à aller rechercher. Il y a quand même
énormément d'informations qui peuvent aider à justement prendre en considération ces éléments. Alors, il y a un élément dans le flux de RESA qui est essentiel, c'est cette fameuse notion de plat à emporter. Aujourd'hui, 31,87% des consommateurs interrogés souhaitent une offre de plat à emporter à la réouverture. Donc, on voit bien que le click and collect sera une grande tendance de demain et qui viendra compléter l'expérience de la table traditionnelle. Donc, ça veut dire qu'il faut gérer ce flux de RESA aussi et l'intégrer dans son parcours client. Maintenant, moi, j'aimerais témoigner également d'un élément qui est important, comme je le disais tout à l'heure, dans ce flux de RESA, on va voir, toutes ces briques s'enchaînent à un moment donné sur la notion du coffret cadeau. Bah oui, 1,2 million d'euros de vente de bons cadeaux pour des restaurants pendant cette période. Bah c'est pas anodin. C'est pas anodin sur le principe où on s'est même posé des questions, mais comment est-ce possible de faire autant de ventes? Alors même si on est très conscient d'une chose, que l'année dernière, à la même période, par exemple, nous avions généré typiquement plus de 3 millions d'euros. Mais rendez-vous compte, sur un secteur en restauration qui est fermé, pouvoir générer aujourd'hui 1,2 million euros de vente de bons cadeaux pour les clients, finalement sans rien faire, ben c'est une bonne nouvelle. Alors pourquoi, vous allez me dire? Eh bien parce que pendant même cette période, vous avez un certain nombre de clients, consommateurs, qui avaient envie de faire plaisir, des éléments à célébrer, et qui avaient envie, à titre d'exemple, d'offrir un dîner, un repas, un séjour dans un établissement, et que c'était quelque part très rassurant pour eux de se dire j'offre un cadeau dans une table distinguée, un bistrot, peu importe, et en l'occurrence, avoir cette flexibilité de dire j'ai une certaine durée pour pouvoir l'utiliser, et qui va me permettre de, en fonction des règles, de pouvoir l'exploiter comme je le souhaite. Oui, comme on l'a vu dans l'étude, la politique de report est un élément de rassurance qu'il faut prendre en considération. Je crois qu'aujourd'hui, un consommateur, il est sensible à tous ces éléments. Et dans la gestion des flux, ce qui est important à leur ouverture, typiquement, c'est que quand on a un coffret cadeau, on veut l'utiliser sur son logiciel de réservation de table, eh bien avec Guest Online, c'est possible. Je peux aller renseigner le code d'achat, avoir la confirmation instantanément de ma réservation. Et tout ça, ce sont des éléments dans le flux qui sont assez rassurants. D'ailleurs, à ce sujet… et tout ça, Sébastien, sans aucune intervention humaine, puisque finalement… c'est une automatisation qui s'est créée, mais tout en conservant le lien avec ses clients. Donc, moi, ce que j'invite à faire, typiquement, dans cette notion de rassurance, c'est d'étendre la durée de ces bons cadeaux, et qu'en effet, pourquoi pas, je sais qu'il y a des restaurateurs qui l'ont fait, tous les clients qui ont soutenu l'État pendant cette période au travers de l'achat d'un coffret cadeau, sont aussi éventuellement des clients qui seront traités en priorité. Voilà. Chaque restaurateur va pouvoir organiser finalement son flux de RESA comme il le souhaite. Sébastien, je poursuis là-dessus. Je laisse un peu de place à Antoine. Petite précision, je publie un sondage en même temps. Une des questions très simples, le cas échéant, pensez-vous vous doter d'un outil de gestion pour maximiser réservation, évidemment, également coffret cadeau, comme tu l'as dit. Je te remercie d'ailleurs pour toutes les infos que tu nous as données, et je sais que cette étude sera publiée. Tu nous l'as dit tout à l'heure. Antoine, je me tourne vers toi. On parlait de réservation tout à l'heure. On sait finalement qu'avec le téléphone, d'autres canaux, les canaux se multiplient. On le voit arriver, nous, depuis plusieurs années, notamment des canaux en ligne. Comment tu vois la réservation de demain ? Je pense que la réservation, c'est un acte de consommation, comme un autre. Donc, il se trouve que c'est la transformation de l'acte d'achat du restaurant. Une fois qu'on y est, évidemment, on va éventuellement consommer plus ou moins, mais en tout cas, l'acte réel d'achat, c'est la réservation. En tout cas, l'acte, on décide d'y aller.
Donc, au même titre que n'importe quel acte de consommation, je pense que les clients évoluent. Avant, on ne réservait que par le téléphone, voire même encore avant, il n'y avait pas de réservation. Il y a eu ce déploiement en 10 ans, effectivement, de la réservation en ligne, dont on fait partie. Mais aujourd'hui, de plus en plus, donc on peut le voir par exemple sur les achats en ligne, les gens cherchent à être un petit peu plus responsables dans leur consommation, ou même à titre de leur alimentation, on va plutôt tendre vers s'alimenter en bio ou en local ou autre chose comme ça, mais c'est quelque chose qui est de plus en plus marqué. Moi, je suis persuadé qu'il y a un véritable enjeu pour les restaurants de sensibiliser leurs clients à consommer du restaurant, donc réserver le restaurant de manière responsable. Et la façon de réserver de manière responsable, ça c'est évidemment notre credo depuis très longtemps, c'est de réserver en direct le maximum possible. Aujourd'hui, il existe des centrales de réservation, elles ont un réel rôle, elles sont là et elles doivent être là, mais uniquement pour envoyer des clients qui veulent découvrir des restaurants et pas pour envoyer des clients qui connaissent déjà votre restaurant. Donc, il faut arriver à bien faire la part des choses. Quand on est sur une plateforme, quelle qu'elle soit, il faut absolument maîtriser le flux de réservation qui vient de cette plateforme pour éviter évidemment le phénomène qui est déjà très connu dans l'hôtellerie et qui existe aussi dans la restauration, c'est-à-dire finalement d'avoir un flux qui est complètement immaîtrisé avec un coût au couvert au passage et qui va du coup potentiellement générer des frais complètement inutiles. Donc, maintenant qu'il y a eu une prise de conscience des consommateurs, d'une manière générale, à se rendre compte que leur acte de consommation, quel qu'il soit, a un impact, il est essentiel pour le resto d'arriver à sensibiliser son client. Nous, on a lancé un projet il y a déjà maintenant 2 ans qui s'appelle la réservation responsable. On pourra mettre le lien tout à l'heure, réservationresponsable.org, qui est vraiment une association qui permet aux restaurateurs, donc plutôt que de reverser 2 € à une centrale pour un client qu'il aurait peut-être dû avoir en direct, va s'engager à reverser 1 € à l'association, donc il lui coûte 30 centimes uniquement parce qu'il y a la défiscalisation. Et pour toute réservation qui va passer par son site. Et avec cette association, on met en place des projets d'éducation à travers l'aide alimentaire. Donc, on opère dans des écoles au Népal, on opère aussi avec la tablée des chefs ici en France pour éduquer les enfants à savoir cuisiner de manière responsable dans différents types d'écoles en France. Ça, pour moi, c'est un véritable levier pour un resto, pour arriver à sensibiliser son client et lui dire: «Écoutez, la prochaine fois que vous venez chez moi, plutôt réservez en direct parce que voilà ce qui va se passer». Et là, en fait, on a un véritable acte social, un acte solidaire du client qui, de toute façon, il va venir chez vous. Mais plutôt que de réserver par un canal indirect, il va plutôt réserver en direct sur votre site internet. Il va se sentir mieux et vous aurez réussi à garder le lien direct avec votre client et en même temps, vous aurez fait une bonne action. Donc ça, c'est vraiment pour nous un levier qui a commencé à prendre déjà depuis plusieurs mois auprès de nos restaurants. On pourra en parler plus en détail si c'est le sujet, mais vraiment, nous, là, on sent qu'il y a une accélération de la prise de conscience et que les restos ont un coup à jouer autour de ça. Donc, sur le sujet de la réservation, alors tout ce qu'a dit Sébastien, je suis d'accord avec ça. Donc, il y a d'autres façons de consommer du resto à travers les bons cadeaux, le click and collect. Mais sur le sujet précisément de la résa, il y a vraiment un coup à jouer sur la sensibilisation de son client sur l'acte de réservation. Voilà. Oui, alors tu parles justement de cette sensibilité, tu parles de cette gestion différente. Je poursuis sur le dernier terme. D'ailleurs, j'en profite pour vous publier un sondage sur l'expérience de réservation que vous avez proposé. Je me tourne vers toi, Xavier.
Est-ce que finalement, cette réouverture, ce n'est pas l'occasion de proposer des réservations différentes? Évidemment, on parlait de bons cadeaux tout à l'heure. Est-ce que finalement, proposer des menus directement à la réservation, proposer des offres directement à la réservation, est-ce que c'est quelque chose que l'on peut proposer pour le Pierre ou le Nino, par exemple? Justement, on en parlait avec le chef du Pierre et le chef du Nino. Nous, on va un peu dans la démarche inverse, dans le sens où on veut laisser le sentiment au client de liberté en ayant le choix en venant sur place. C'est-à-dire que la présélection d'un menu à la réservation, je ne pense pas que ce soit gagnant pour le client ni pour nous. Et au niveau des contraintes sanitaires, ça ne changera pas grand-chose. Après, il reste à savoir exactement ce qu'il y aura à faire avec les supports qui seront utilisés en salle pour les présentations des menus aux clients. Ça, il faut encore qu'on le voit d'ici jeudi. Mais il y aura forcément des contraintes là-dessus sur des supports peut-être plus plastifiés, qui seront nettoyés plus régulièrement. Mais on ne va pas dans la démarche de faire une présélection de menus, ça c'est certain. Après, je vais revenir un petit peu sur ce qui a été dit via les bons cadeaux. Effectivement, là, pendant le confinement, on a eu pas mal de bons cadeaux qui ont été achetés. Après, nous, on est allé dans la démarche, bien sûr, de tout prolonger là, jusqu'à la fin décembre, puisque le retour des clients, on a eu quelques retours clients nous demandant quelles seraient les consignes à respecter quand ils viendront manger au restaurant à partir de mardi prochain. Parce que là, par exemple, le mardi prochain, le soir, c'est déjà complet. Et à partir de là, c'est vrai qu'au niveau des... On voit toujours, ouais. Après, ce qui est vraiment revenu, c'est la question au niveau des bons cadeaux, comment ça allait être géré, les annulations, les reports. Donc, sur ce que disait Sébastien, cette politique-là, elle a été beaucoup regardée pendant le confinement. C'est-à-dire qu'on a été questionné surtout vis-à-vis de ça, vis-à-vis de comment allaient être gérées les précédentes réservations, les empreintes bancaires, parce qu'effectivement, les no-shows, c'est quelque chose qu'on essayait de traiter depuis déjà 2 ans. Et donc, du coup, les empreintes bancaires sont obligatoires et les gens sont soucieux de savoir ce qu'on va faire. Les empreintes bancaires qu'ils ont laissées parce que ça réserve 3-4 mois à l'avance. Des bons cadeaux qui se périment, qui sont périmés en avril, en mai, en juin. Et c'est plus ça qui est regardé, cette politique justement de gestion des empreintes bancaires et des bons cadeaux, que les consignes sanitaires, à savoir s'il faut choisir un menu, avoir un support, pas en avoir, le contact client, etc. Justement, à ce sujet, Bertrand, je me tourne vers toi. Dans l'hôtellerie, finalement, à la réservation, l'expérience est encore plus poussée. On peut choisir un certain nombre d'activités directement au moment de la réservation de l'hôtel. Comment tu vois l'avenir au niveau de la réservation restaurant? Est-ce que tu penses que l'expérience hôtel doit être finalement assez transversale avec l'expérience restaurant? Je pense que on ne t'entend plus. Vous m'entendez pas? Vous m'entendez là? C'est bon. Je pense que les hôteliers ont été précurseurs de toute cette réservation en ligne pour leurs hôtels, que ce soit les chambres, que ce soit l'ensemble des services proposés en annexe, de la salle de réunion par exemple, des activités de spa, des activités de loisirs. Et les hôteliers qui proposent ces services et leurs clients qui en sont les consommateurs ont pris l'habitude de réserver déjà en ligne l'ensemble de ces services. Au niveau de la restauration, on va y venir également, ça c'est sûr. L'hôtellerie a été un petit peu précurseur en la matière. Maintenant, je pense qu'il faut garder à l'esprit que l'ensemble de la population a été confinée pendant 2 mois. Aujourd'hui, ils aspirent à sortir, ils aspirent à de la liberté. Et je ne pense pas qu'au travers des réservations et des systèmes de réservation que l'on va mettre en place, il faut pas les contraindre à des choses supplémentaires. Donc en ce sens, je suis assez d'accord avec ce que disait Xavier à l'instant en disant on va pas forcément imposer des menus, on va pas imposer, on va rester souple, et ça Sébastien le disait très bien également tout à l'heure. On va prolonger les dates de péremption des bons cadeaux.
voilà, le système informatique est, il ne faut pas l'oublier, uniquement un support de tout ce que l'on va proposer à nos clients. Il faut qu'il soit adapté à l'offre que l'on veut mettre en avant pour les clients. Alors, je poursuis avec toi, Antoine. On parle évidemment de réservation en ligne. Tu as beaucoup de restaurateurs au téléphone. Est-ce que l'attente est différente désormais? On parle de menu évidemment, mais en termes d'expérience client, en termes de modules, est-ce que c'est le moment de communiquer différemment avec ses clients à travers la réservation? Est-ce que des messages personnalisés doivent être ajoutés? Est-ce qu'on doit travailler différemment maintenant lorsque le client réserve? Effectivement, enfin, il va y avoir un problème, ça a été levé pendant la conférence sur la salle il y a une semaine. Il va y avoir un problème de convivialité à gérer lors de l'accueil. Parce que si on accueille ses clients avec un masque ou des choses comme ça va forcément créer une distance. Ça va pas forcément être simple à gérer par les restaurants. Donc il y a une vraie difficulté de recréer un contact avec le client qui va continuer par praticité à réserver notamment en ligne. Alors c'est sûr qu'au téléphone, on peut déjà créer un contact assez fort. Est-ce que les gens vont massivement appeler plutôt que de réserver en ligne? Je ne pense pas. Je pense qu'ils garderont leurs habitudes. Mais par contre, il est très clair qu'on peut créer déjà un premier contact assez fort, malgré tout, à travers un tunnel de réservation en ligne. Donc les messages qu'on peut paramétrer évidemment sur le module de réservation sont à mon avis, à utiliser de manière assez importante. Également, alors, j'ai vu qu'il y avait une question, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais le prépaiement ou en tout cas le versement d'art qui est de plus en plus fréquent dans les grandes tables, je pense peut être mis en place dans un processus de réservation, puisque de toute façon, aujourd'hui, les gens vont redécouvrir une nouvelle façon d'aller au restaurant, en tout cas de réserver. Donc, pour toutes les personnes qui souhaitaient le mettre en place avant, mais qui n'osaient pas parce qu'ils se disaient mince, je vais avoir moins de réservations qu'avant. Sachez déjà, que sur tous nos restaurants qui l'ont fait, d'ailleurs, le Pierre en est un, le taux de réservation n'a absolument pas chuté. Voire même c'est amélioré parce qu'il y a quand même ça donne une assurance des deux côtés de mettre sa carte bleue. Ça donne une assurance au restaurateur de se dire si la personne ne vient pas, je pourrais éventuellement lui prélever un montant. Mais ça assure aussi le client de se dire si je mets ma carte bleue, je suis sûr d'avoir ma table. Donc là, on a ce contrat de confiance qui peut être établi assez facilement avec le prépaiement. Donc je pense que ça, c'est des choses qui peuvent être tout à fait mises en place là sur les prochains mois. Ça ne me semble pas du tout choquant. Ce qu'il faudra effectivement, c'est par contre essayer aussi d'utiliser au maximum son fichier client pour mieux accueillir de la manière la plus adaptée possible. Parce que vous allez avoir tout un tas de freins qui vont être créés avec la distance, avec les masques dont je parlais à l'instant. Il va falloir trouver d'autres moyens pour créer le contact, pour créer une sensibilité au niveau de l'accueil. Donc la donnée client, il ne faut pas la négliger, elle existe. Et donc dès que vous allez pouvoir avoir un petit mot gentil à votre client parce qu'il est déjà venu et que vous aviez déjà noté qu'il était allergique ou qu'il aimait tel ou tel plat ou tel vin, il va falloir utiliser ces données au maximum pour valoriser votre accueil d'une manière différente. Donc, le numérique, là, pour le coup, est là pour vous aider. Enregistrer un maximum d'informations sur vos clients, ce sera des choses qui vont vraiment vous aider pour améliorer l'accueil de votre clientèle. Et ça va compenser les éventuels freins en termes de relations que vont créer les distanciations sociales. Ouais, d'ailleurs, à ce sujet, en ce qui concerne le fichier client et l'e-réputation, je rappelle que notre dernier webinaire qui se tiendra jeudi traitera justement cette partie et je vous invite à vous y inscrire si vous souhaitez
évidemment en savoir plus. Sébastien, je te pose la dernière question, il nous reste quelques minutes. Il y a quelques jours, quelqu'un, il me semble que tu connais, qui s'appelle Rémi, était présent dans un de nos webinaires. On a discuté un court instant de marque. Toi, pour toi, en termes d'expérience client, finalement, la marque doit être transversale, que ce soit sur de la réservation, de l'accueil client, du click and collect ou du bon cadeau. Oui, alors en fait, si vous voulez, encore une fois, hein, les attentes consommateurs sont orientées vers le restaurateur, vers l'hôtelier directement. Donc l'expérience client que l'on doit faire vivre à son client, elle doit être globale. Elle doit être globale à la fois sur le plan physique, sur le plan digital. J'ai envie de dire, c'est une formidable opportunité aujourd'hui, grâce à des outils de résa de table, de coffret cadeau, de vente emportée, finalement, d'avoir la même expérience et le même professionnalisme que l'on veut donner à ses clients sur le web. On dit toujours que le premier accueil client, aujourd'hui, il se fait plus au téléphone, il se fait en ligne. Il se fait d'une manière qui est continue jusqu'à la confirmation de la résa, le rappel client éventuellement pour lui confirmer sa réservation, pour anticiper, j'ai envie de dire, sa venue. Et c'est là où finalement tous ces outils ont une formidable opportunité à donner au restaurateur dans l'organisation, la structure, la connaissance de son client et l'accueil que l'on veut donner. Donc je crois que ça c'est essentiel et c'est surtout indispensable pour préparer au mieux cette réouverture avec une précaution qui est maximale. Je crois que ce que l'on va attendre nos clients aussi, c'est en effet beaucoup de rassurance sur des caractères d'hygiène, mais je vais rappeler une chose, c'est que l'hygiène en cuisine a toujours existé à très très forte proportion et peut-être une des professions en dehors du milieu hospitalier bien sûr, mais sur laquelle nous avons toujours eu des règles de manipulation, de traitement, d'accueil, etc. Donc aujourd'hui, on le voit bien même que dans cette étude, finalement, l'hygiène, la sécurité est un élément important, mais globalement, c'est pas tant ça qui en résulte quand on nous dit que finalement, il faut passer par un QR code pour... c'est pas spécialement vrai. Alors oui, ça représente à peu près une vingtaine de %, mais en l'occurrence, pour être exact, télécharger une carte dans son téléphone portable, c'est à peu près 38 %. Et puis une ardoise, vous voyez, c'est un truc bête, mais une ardoise, un élément visuel de la carte et menu est extrêmement rassurant pour un consommateur. Donc cette notion de marque, d'identité, d'expérience globale, elle s'inscrit bien entendu dans le parcours client et la façon dont on va traiter aujourd'hui ce consommateur. Bon, je vous remercie à tous pour toutes vos interventions et vos précisions. Il est 15h50. Je vous propose de passer aux questions. Je sais qu'il y en a eu un certain nombre. Je les regarde. Une question, la première. Monsieur Berrier qui nous demande, on vient de le traiter, mais peut-être on pourrait poser la question directement à Xavier. Est-ce que c'est le moment de démocratiser les garanties bancaires sur des tables autres qu'étoilées? Justement, Xavier, avec le Nino, comment toi, de ton côté, tu procèdes? Est-ce que tu souhaites mettre en place de la garantie bancaire? Est-ce que c'est le moment de le démocratiser? Clairement, sur le Nino, c'est une question qu'on s'est posée, mais clairement, on ne va pas le démocratiser parce que on va attendre la réouverture pour pouvoir analyser la situation. Mais jusqu'à présent, on était sur un type de restaurant où ça fonctionnait avec moitié réservation, moitié passage. Et du coup, en soi, l'empreinte bancaire, elle est pas utile dans la démarche. Si on reste, on ne sera plus dans les proportions 50-50 sûrement, mais on va y revenir. Et contrairement au Pierre, où on est sur du 90% de réservation, même 99% d'ailleurs, là forcément ça devient utile. Mais en soi, tant que le restaurant n'est pas plein sur réservation, il n'y a pas de garantie à avoir pour des no-shows. Après, quand on regarde sur Toulouse, parce qu'on est basé ici, le type de restaurant plutôt orienté brasserie,
Au contraire, ils vont s'orienter sur du zéro réservation. Ça va être du passage à 100%. Alors, est-ce qu'ils vont rester là-dessus ou pas? Ça, on va le voir à la réouverture, mais je ne sais pas si ça répond à la question aussi, je pense que oui. Oui, oui, oui. Je pense pas que En fait, le sujet, des clients qui réservent dans des restaurants pour manger pour 30 € ou pour 35 € soient nécessairement aptes à laisser leur numéro de carte bleue parce que c'est une démarche assez courante. Je te donne la main, Antoine. Tu voulais dire quelque chose? Je pense que ça correspond exactement à ce que tu dis, c'est le taux de remplissage. C'est-à-dire que si on a beaucoup de passages, enfin qu'on a déjà de la place et que en plus on a une proportion de passages ou en tout cas de réservation de toute dernière minute importante, donc comme au Nino, je suis d'accord avec toi, la carte n'est pas forcément utile, en tout cas l'empreinte bancaire. Mais là, on va se retrouver dans une configuration assez particulière où finalement, même un restaurant comme le Nino risque de se retrouver dans une configuration comme le Pierre, à savoir avec un taux de réservation très élevé, de l'ordre de 80-90%. Pourquoi? Parce que, pour les raisons que j'évoquais. Alors, on est toujours dans l'hypothèse, on pourra refaire le même webinaire dans un mois, on aura des données beaucoup plus précises. Mais très clairement, ce qui semble se profiler, c'est que les clients vont préférer assurer le coup avant de sortir de chez eux. Donc, les taux de réservation vont très certainement augmenter, y compris sur des établissements qui d'habitude n'ont pas beaucoup de réservations, ou moins. Et là, on va se retrouver avec cette fameuse problématique du no-show qui va arriver, puisque quand tout le monde réserve, forcément, on ne peut pas replacer une table qui ne s'est pas présentée. Donc là, peut-être que l'empreinte bancaire risque d'être un outil utile, y compris pour des restaurants qui n'avaient pas l'habitude de travailler avec. Et je pense que, il ne faut pas sous-estimer le fait que les habitudes, quand bien même les gens veulent revivre comme avant, la première fois qu'ils vont se pointer dans un resto après la réouverture, ça va leur faire drôle. Je pense qu'on ne se rend pas compte à quoi va ressembler le restaurant dans lequel on va rentrer en tant que consommateur. On ne s'imagine pas ce que c'est que d'avoir des tables espacées, des gens qui… déjà que c'est assez choquant quand on est dans certains magasins. Là, on a quand même la convivialité qui est un point central au commerce de restauration, qui va entre autres être vraiment entaillé par toutes les contraintes sanitaires. Moi, je pense qu'il va y avoir quand même des changements et des modifications de consommation. Peut-être temporaire, mais la problématique, ça va être temporaire pendant combien de temps? Est-ce que ça va être temporaire pendant 3 mois, pendant 6 mois, pendant 1 an, voire peut-être plus s'il y a des récidives du virus ou d'autres virus? On rentre dans une période quand même d'incertitude assez forte, je pense. Et il est très clair que c'est là où peut-être que je ne suis pas tout à fait d'accord avec Xavier. Je ne pense pas qu'on va retrouver exactement les mêmes taux et les mêmes modes de consommation dans les 3 prochains mois. Je suis pourtant optimiste de base, mais je pense que ça va évoluer. Donc, pour revenir sur la question de l'empreinte bancaire, oui, d'accord sur le principe. Effectivement, si on est sur un restaurant qui normalement fait pas mal de passages, l'empreinte bancaire est peut-être pas un bon plan. Par contre, si rapidement on s'aperçoit que le taux de réservation dépasse les 80%, je pense que pour le coup, on peut le faire pour simplement se protéger du no-show, mais également, on sait très bien que les restaurants vont avoir des problématiques de trésorerie très rapidement. Dès que les aides vont commencer à se lever, on va avoir des vrais soucis. Et l'empreinte bancaire, là pour le coup même le prépaiement, peut être un moyen d'anticiper un peu de trésor avant que le client vienne dans le restaurant. Donc je temporise un petit peu, en tout cas d'une manière plus globale. Après, j'entends complètement ce que tu dis, Xavier, sur vos 2 restos.
Oui, alors en tout cas, ça peut être une manière de sécuriser ces places. Je poursuis, il nous reste encore quelques minutes, je poursuis sur les questions suivantes. Alors, Thierry nous a posé une question sur les tarifs. Qu'est-ce que les éditeurs de logiciels faisaient en ce moment? Bien entendu, les éditeurs travaillent avec les restaurants. Donc Antoine, en ce qui nous concerne, a publié une page où vous pouvez voir toutes les offres pendant cette période. Je continue sur les questions suivantes. François-Xavier nous dit « Pensez-vous utile et rassurant de proposer un guide aux clients permettant de les sensibiliser sur les nouvelles conditions sanitaires mises en place et surtout sur leur nouveau parcours pour l'expérience restaurant depuis la réservation, la ponctualité jusqu'au paiement ?» Sébastien, ça revient sur notre thème précédent. Est-ce que finalement, il faut proposer ce guide aux clients? Alors, aller jusqu'à un guide, peut-être pas, mais encore une fois, dans les éléments de rassurance, ce qui est important, on prend l'exemple sur des sites internet que nous avons réalisés. Une des priorités que nous avons fait à la fermeture, c'est de mettre en place une petite fenêtre, un petit pop-up d'affichage qui disait qu'un certain nombre d'informations. Et bien là, de la même manière, pour la réouverture, on opère de la même manière. On vient créer une rubrique dans un site internet qui vient sensibiliser, enfin du moins pas sensibiliser, mais rassurer le consommateur sur tout ce qui est proposé, ce qui est fait par le restaurant pour justement accueillir dans les meilleures conditions possibles le client. Donc, en effet, on parlait d'éléments de rassurance tout à l'heure, c'est tous ces petits leviers, ces petits facteurs mis bout à bout qui vont faire que finalement la réticence que peuvent avoir certains clients, même si l'étude démontre que finalement il n'y en a pas tant que ça, il faut en tout cas bien les rappeler dès la réservation, sur le site internet, etc., et que finalement on verra que avec de la discipline, avec de la rigueur, avec de l'engagement des restaurateurs, eh bien tout va se passer finalement très très bien. Et pour le coup, le fait que les restaurants soient autant plébiscités à ce stade dès la semaine prochaine vont être des éléments assez rassurants auprès des consommateurs. Ouais, ça rejoint d'ailleurs la conviction de Xavier et du chef du Pierre Lambinon sur la capacité des restaurants à évidemment récupérer des clients dès la réouverture. Je poursuis, il nous reste encore un petit peu de temps. Une nouvelle question. Margot nous demande comment inviter le client à anticiper ses sorties et réserver en ligne. Ici, c'est 50-50 résa passage ou résa de dernière minute. Bertrand, est-ce que selon toi, il y a une manière de l'anticiper différemment? Je pense qu'il faut garder à l'esprit que la clientèle que l'on va devoir toucher, c'est une clientèle essentiellement locale, en lien avec les difficultés qu'on va avoir à se déplacer, même si les règles vont être assouplies prochainement. Donc cibler à coup sûr une clientèle locale, ça veut dire être présent, être visible sur tous les supports qui sont mis à notre disposition, que ce soit des sites internet, que ce soit sur les réseaux sociaux, bien entendu. Il faut communiquer autour de chez soi, c'est la clientèle que l'on va pouvoir toucher le plus rapidement possible. Alors, il peut y avoir également de bonnes vieilles méthodes qui ont fait leurs preuves en leur temps. Est-ce que c'est pas le moment de les ressortir un petit peu? Je pense à un emailing, je pense à un SMS mailing. Le lien que l'on va pouvoir renouer avec les clients qui sont juste à côté de chez nous sont à coup sûr importants. Je te remercie pour ta réponse. Il est 16h01. Je vais voir s'il nous reste une dernière question que l'on pourrait regarder. François-Xavier nous fait un petit retour de son expérience. Pour moi, plus un partage d'expérience qu'une question. De nombreux clients ont spontanément pris la décision de créer un compte client et de le créditer depuis le 15 mars. Ça, c'était pour les bons cadeaux. Donc, ça rejoint ce que tu disais, Sébastien. Finalement, on a eu finalement du trafic encore et du travail sur ces flux-là.
voici pour ce webinaire. Je vous remercie tous pour votre présence. Merci pour toutes vos interventions. Alors, je rappelle bien entendu que ce webinaire sera disponible en replay si vous voulez le revoir ou le rediffuser. Évidemment, nous en avons un dernier. Il est jeudi et nous traiterons, comme je l'avais indiqué au tout début, de la relance de votre restaurant grâce à votre fichier client et à l'e-réputation. On traitera tout ce qui est communication, données, l'importance de ce que l'on va récolter pour prévoir finalement la réouverture. Merci à tous, merci à tous. Antoine, est-ce que tu veux dire le mot de la fin? Oui, enfin, je veux bien dire le mot de la fin. Merci tout le monde, hein. Enfin, clairement, non, ce que je veux dire, c'est qu'on voit quand même une évolution très nette là, de la réflexion des restaurants depuis le début de cette crise, autour de leur façon de travailler, donc ça va bien au-delà de la réservation qui est le sujet d'aujourd'hui, hein. C'est leur façon de cuisiner, de s'approvisionner, de travailler sur tous les plans. Il y a vraiment beaucoup de choses. Je trouve que cette période est très intéressante parce qu'elle a le mérite de remettre à plat beaucoup de choses. Et elle nous permet de revoir un petit peu le logiciel au sens large et de se dire, ben, ce qu'on faisait avant n'était peut-être pas forcément la bonne façon de faire. Et je pense qu'il y a vraiment des choses à garder et des choses à jeter, mais à vraiment jeter, donc de manière définitive. Donc savoir évidemment comment on va les remplacer, mais il ne faut pas avoir peur aujourd'hui de changer sa façon de travailler, quelle qu'elle soit, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus éthique, équilibré, etc. Parce qu'on sait dans quel sens il faut qu'on aille, mais il faut se donner les moyens aussi d'y aller. Donc, c'est plus un message philosophique ou politique là que je délivre, mais très clairement, c'est le fond de ma pensée. Voilà. Bon. Merci à toi, merci à tous. Encore une fois, merci pour votre participation. Je le rappelle, le prochain, c'est le 28 et évidemment, tous les webinaires sont en replay. Mon collègue Romain vous en diffuse directement le lien. Merci à vous, excellente journée. Merci beaucoup.